17 janvier 1920. Un vent glacial hurle sur le lac Michigan, faisant vibrer les vitres des saloons de Chicago. À l'intérieur, l'ambiance est morose. Les barmen servent les derniers whiskies légaux. Les clients trinquent à la fin d'une ère. Et les horloges tournent vers minuit. Le moment où le Volstead Act étouffera la vie de chaque bar, brasserie et distillerie d'Amérique. La ville retient son souffle, attendant le silence, la descente de la loi. Mais dans les ombres, une autre sorte d'anticipation crépite dans l'air. Pour des hommes comme Johnny Torrio, ce n'est pas une fin, c'est un couronnement. Depuis une arrière-salle enfumée du Colossimos Café sur South Wabash Avenue, Torrio observe le début de la sobriété officielle de la ville. C'est un homme calme et méticuleux, plus homme d'affaires que voyou, et il voit ce que les législateurs de Washington ne voient jamais pas. Ils n'ont pas interdit l'alcool, ils lui ont donné les clés d'un empire. La demande ne disparaîtra pas, elle ira simplement sous terre, où elle sera non réglementée, non taxée et infiniment plus rentable. Il a déjà posé les bases, sécurisant des brasseries dans les banlieues et organisant des expéditions depuis le Canada. Son seul problème est de trouver les hommes adéquats pour gérer la tempête qui s'annonce. Des hommes avec du cran, de l'ambition et un talent particulier pour la violence. À 200 miles de là, dans un bureau faiblement éclairé de Brooklyn, un homme de main de 21 ans nommé Alphonse Capone reçoit un appel téléphonique. Il est large d'épaules et vif d'esprit, avec une cicatrice irrégulière sur la joue gauche qui lui a valu le surnom de Scarface, un sobriquet qu'il méprise. Il travaille pour le gangster Frankie Yale, mais il est agité. Les vieux rackets du quartier lui semblent petits, provinciaux. L'appel vient de Torrio, son vieil mentor. Le message est simple, viens à Chicago. L'opportunité est immense. Lorsque Capone arrive, la ville est un paradoxe. En surface, c'est une ville de loi, patrouillée par des policiers en uniforme du département de police de Chicago. Mais sous ce vernis, c'est un vaste et chaotique marché de la vis. Le quartier général de Torrio est un bâtiment de 4 étages au 2222 South Wabash, connu sous le nom de Fourdeuse. Le premier étage est un bar clandestin, le second un tripot, le troisième et le quatrième une maison close. C'est ici que Capone commence son éducation. Il n'est plus seulement un videur, il est un manager, un stratège, un apprenti du roi. Vous vous tenez avec lui au premier étage, l'air épais de l'odeur de sueur, de parfums bon marché et de bières illicites acheminées par camion depuis les brasseries de Torrio en banlieue. Vous regardez Capone observer tout. Il voit comment les policiers de patrouille entrent par la porte de derrière, non pas pour faire une arrestation, mais pour collecter leur enveloppe hebdomadaire contenant 20, parfois $50. Il apprend les noms des capitaines de district qui reçoivent des centaines et des politiciens de circonscription qui commandent des milliers pour leur garantie d'aveuglement sélectif. Il voit que la loi n'est pas un obstacle. C'est une marchandise, quelque chose qui s'achète et se vend, tout comme les tonneaux de bière dans la cave. Le plan de Torrio est élégant. Il veut créer un syndicat, une confédération organisée des gangs de la ville, chacun contrôlant son propre territoire. Ils coopéreraient sur l'approvisionnement et se partageraient les bénéfices, minimisant les effusions de sang et maximisant les revenus. Il négocie avec le gang irlandais de Northside, dirigé par le flamboyant fleuriste Dean O'Banion, et les frères Jenna, qui contrôlent Little Italy. Pendant un temps, cela fonctionne. L'argent afflue à un rythme stupéfiant. Le Chicago Outfit, comme on appelle l'opération de Torrio, rapporte environ $100 000 par semaine rien qu'en vente de bière et d'alcool. Mais Capone voit le défaut dans la vision de Torrio. Il voit l'ambition et la cupidité dans les yeux de leurs rivaux. O'Banion, en particulier, se moque des tentatives de diplomatie de Torrio. Capone plaide pour une approche plus directe. Il croit que le pouvoir ne vient pas de la négociation. Il vient du canon d'une mitraillette Thompson. Il voit une ville à conquérir, pas à partager. Le vieux monde du crime organisé, avec ses codes de quartier et ses règles tacites, est en train de mourir.
Une nouvelle forme de criminalité, plus brutale et plus corporative, est en train de naître, et Alphonse Capone, le garçon de Brooklyn, a l'intention d'en être le PDG. Il se tient au cœur des Four-Deuce, un carrefour d'argent, de corruption et de contrebande, et comprend qu'il n'est pas venu à Chicago juste pour travailler pour un roi. Il est venu prendre son trône. La paix fragile que Johnny Torrio avait si soigneusement orchestrée commence à se fissurer à l'automne de 1924. La source de cette friction est l'homme à la devanture parfumée et au point de fer, Charles Dion O'Banion. Depuis sa boutique de fleurs, Showfields, juste en face de la cathédrale Holy Name sur North State Street, O'Banion dirige le gang du North Side avec un mélange de charme irlandais et de brutalité glaçante. Il méprise les Italiens, considérant Torrio et Capone comme des parvenus empiétant sur son droit de naissance. L'accord de diviser les raquettes de la ville ressemble moins à un partenariat qu'à une reddition, et O'Banion repousse ses limites, détournant les camions de whisky des frères Jenna et se moquant ouvertement de l'autorité de Torrio. Capone perçoit le danger. Il avertit Torrio qu'O'Banion est un serpent dans un jardin de lys, que sa diplomatie est un masque pour la trahison. La preuve arrive en mai. O'Banion, face à une peine de prison potentielle, s'approche de Torrio avec une proposition. Il veut vendre sa part de la brasserie Seaben, une opération massive, pour un $250,000 et se retirer dans le Colorado. Il dit à Torrio qu'une énorme cargaison de bière est prête à être expédiée. Torrio accepte, rencontrant O'Banion à la brasserie la nuit de la transaction. Mais alors que les premiers camions sortent, l'entrepôt est inondé par les phares aveuglants des voitures de police. C'est un raid. Torrio est arrêté, faisant face à une grave accusation fédérale. O'Banion avait tout arrangé, sachant que la police était en route. Il avait non seulement vendu à Torrio une entreprise sur le point d'être saisie, mais l'avait également piégé pour aller en prison. Depuis sa cellule, le sang-froid de Torrio finit par craquer. La trahison est trop flagrante, le manque de respect trop profond. Il a perdu la face, de l'argent et presque sa liberté. Il donne l'ordre que Capone attendait. O'Banion doit être éliminé. 10 novembre 1924. La clochette au-dessus de la porte de Showfield tinte doucement. Dean O'Banion est dans la arrière-boutique, coupant les tiges de chrysanthème, une paire de cisailles à la main. 3 hommes entrent dans la boutique. L'un est Frankie Yale, venu de New York comme signe de respect et de finalité. Avec lui sont John Scalise et Albert Anselmi, 2 gangsters siciliens connus pour leur efficacité silencieuse. O'Banion reconnaît Yale et sourit, s'avançant pour le saluer, s'essuyant les mains sur son tablier. Il tend sa main droite. Yale la saisit fermement. Sa prise est un étau. Alors que leurs mains se rencontrent, Scalise et Anselmi s'avancent, leur par-dessus s'écartant juste assez pour révéler les revolvers de calibre .38 dans leurs poings. Ils tirent 6 coups. 2 atteignent la poitrine d'O'Banion, un autre lui transperce le cou. Alors qu'il tombe en arrière parmi les pétales et les fougères éparpillées, l'un des gangsters se penche sur lui et tire un dernier coup, un coup cérémoniel, dans sa tête. Les 3 hommes sortent, laissant l'odeur de la poudre à canon se mêler à la douceur des roses. Les funérailles d'O'Banion sont le spectacle le plus extravagant du monde du crime que Chicago ait jamais connu. Son cercueil en argent et en bronze aurait coûté $10,000. 26 camions de fleurs suivent le corbillard, dont une énorme couronne de Torrio et Capone avec un ruban qui dit « De vos copains ». Ils se tiennent près de la tombe, le visage impassible, tandis que leur rival est mis en terre dans la terre gelée. Mais ils n'ont pas mis fin à une guerre, ils n'ont fait que tirer la première salve. Le gang de Northside, désormais sous le commandement du vengeur et méthodique Earl Hymie Weiss, déclenche une campagne de terreur contre l'outfit. Pendant des mois, les rues sont un champ de bataille. Puis,
Dans l'après-midi du 24e janvier 1925, la guerre s'en prend au roi lui-même. Johnny Torrio et sa femme Anna reviennent d'une virée shopping. Alors que leur limousine avec chauffeur s'approche de leur immeuble, au 7056 South Clyde Avenue, une Cadillac bleue fonce vers eux. Weiss et George Buggs, Moran en sautent, les fusils de chasse rugissant. Les vitres de la voiture volent en éclats. Le chauffeur est touché. Torrio se jette hors de la portière, mais il est trop lent. Des plombs déchirent sa mâchoire, sa poitrine, son aine. Il s'effondre sur le trottoir tandis que Moran se tient au-dessus de lui, pointant un pistolet pour le coup final. Le percuteur clique sur une chambre vide. Les assassins s'enfuient, laissant Torrio saigner dans les bras de sa femme. Il survit, mais dans son lit d'hôpital, enveloppé de bandages, le combat l'a quitté. Il a bâti un empire sur l'ordre et le contrôle, et maintenant son monde n'est que chaos et sang. Il fait venir Capone. Il dit à son protégé que tout lui appartient désormais. Les brasseries, les bordels, les tripots, les politiciens, la police. L'empire tout entier d'une valeur estimée à 50 millions de dollars par an. À l'âge de 26 ans, Alphonse Capone est le nouveau souverain incontesté de la pègre de Chicago. Johnny Torrio, le vieux renard, prend sa fortune de 3 millions de dollars et prend sa retraite, laissant le jeune loup à la guerre qu'il a toujours voulu. Avec le départ de Torrio, Capone remodèle l'outfit à son image. Là où Torrio était discret, Capone est flamboyant. Il déplace son quartier général du quartier malfamé du South Side au cœur de la ville, s'installant dans une suite de 5 pièces au 4e et 5e étage de l'hôtel Lexington, à l'angle de Michigan Avenue et de la 22e rue. Cela devient sa forteresse et sa cour. On peut le voir là, tenant audience comme un César moderne, entouré d'une légion de gardes du corps dirigée par le loyal Frank Nitti. Sa suite personnelle, la chambre 530, est tapissée de volets blindés. Il mène ses affaires derrière un bureau massif et orné, vêtu de costumes en soie, sur mesure, une bague de chevalière sertie d'un diamant de 7 carats brillant à son doigt. Il n'est plus seulement un gangster, il est une personnalité publique, un criminel célèbre qui accorde des interviews à la presse, fait des dons à des œuvres de charité et insiste sur le fait qu'il n'est qu'un homme d'affaires fournissant un service public. Mais sous le vernis de l'entreprise civique, la guerre pour Chicago fait rage. Hymie Weiss, qui dirige désormais le gang de Northside, est un fanatique animé par une haine froide et personnelle envers Capone. Il se voit comme un ange vengeur pour le meurtre de Dean O'Banion. Et il est prêt à tout pour voir Capone mort. Le champ de bataille se déplace à Cicero, la banlieue industrielle à l'ouest de Chicago, que Capone a transformé en son fief personnel. Il contrôle le maire, le chef de la police et tous les bars clandestins et tripots. C'est ici, dans sa propre forteresse, que Weiss décide de faire son coup le plus audacieux. 20e septembre 1926. Il est un peu plus d'1 heure de l'après-midi. Capone déjeune au Hawthorne Inn, son quartier général à Cicero. La rue à l'extérieur est calme. Soudain, un cortège de voitures, au moins 8 d'entre elles, tourne dans la rue, se déplaçant dans une formation serrée de style militaire. Elles ralentissent en passant devant le restaurant de l'hôtel. Vous êtes à l'intérieur lorsque les fenêtres explosent vers l'intérieur. Une tempête de plomb déchire la pièce, tirée par une douzaine de mitraillettes Thompson. Les serveurs et les clients crient et plongent pour se mettre à couvert. Le garde du corps de Capone, Frankie Rio, se jette sur Capone, le poussant au sol alors que les balles déchirent les murs, brisent les miroirs et fendent le bar en bois. Pendant près d'1 minute, les coups de feu sont continus, un rugissement assourdissant. Plus de 1000 cartouches sont tirées dans le bâtiment. Puis, aussi vite qu'elle a commencé, la caravane s'éloigne à toute vitesse. Capone se relève, époussetant la poussière de plâtre de son costume à 20 000 $. Il est indemne, mais profondément secoué.
Personne n'avait jamais osé le défier avec une telle force écrasante, sur son propre territoire. Il sort, contemplant la maçonnerie criblée de balles de sa forteresse. Il sait qui est responsable. L'attaque est une déclaration qu'aucun endroit n'est sûr, que Weiss n'arrêtera jamais. Cette nuit-là, Capone appelle à une trêve, un geste transparentement faux. Pendant que ses hommes rencontrent les Northsiders pour discuter de paix, les assassins de Capone sont déjà à l'œuvre, planifiant une fin définitive au conflit. Le piège est tendu pour le 11 octobre 1926. La routine de Weiss est bien connue. Il passe ses journées au quartier général qu'il a établi pour les prochaines élections, un bureau sur North State Street. Juste en face se trouve Schofield's, l'ancienne boutique de fleurs d'Aubagnon, un endroit que Weiss visite quotidiennement par respect pour son mentor tombé au combat. Les hommes de Capone louent une chambre au 2e étage d'une maison de passage surplombant l'intersection. Pendant des jours, ils attendent. Juste avant 4 heures, Weiss arrive avec son garde du corps, Sam Pellar, son chauffeur et 2 autres associés. Il se gare et se dirige vers la boutique. De la fenêtre du 2e étage, de l'autre côté de la rue, 2 des hommes de main de Capone, dont les identités sont à jamais protégées par le code du silence de l'outfit, visent avec leur mitraillette Thompson. Alors que Weiss et ses hommes descendent sur le trottoir, les assassins ouvrent le feu. Les balles de calibre .45 à haute vélocité déchirent la rue. Weiss est touché le premier, tournoyant et s'effondrant contre le mur de pierre de la cathédrale Holy Name. Les balles traversent son corps, 10 au total. Ses hommes tombent autour de lui. En quelques secondes, c'est fini. Les hommes de main disparaissent, laissant derrière eux les mitraillettes fumantes. Lorsque la police arrive, elle trouve Himi Weiss, mort sur le trottoir, ses poches contenant $3 200 en espèces et un chapelet. La guerre pour le North Side est terminée. Alphonse Capone, à 27 ans, est le maître absolu, incontesté et terrifiant de Chicago. Avec l'élimination de Himi Weiss, un semblant d'ordre descend sur le monde souterrain de Chicago. L'autorité de Capone est absolue. Son organisation, désormais une entité tentaculaire, est estimée à plus de 100 millions de dollars de recettes annuelles, 60 millions provenant de l'alcool, 25 millions des jeux de hasard, et le reste de la prostitution, des salles de danse et de divers rackets. Il contrôle le flux de whisky canadien à travers la frontière et exploite une flotte de brasseries fonctionnant 24 heures sur 24. Sa masse salariale comprend non seulement son armée de 700 soldats, mais aussi environ la moitié du département de police de Chicago et des centaines de fonctionnaires de la ville, des conseillers municipaux jusqu'au bureau du maire William Hale, Big Bill Thompson. Capone est plus qu'un gangster. Il est un gouvernement parallèle, une main invisible guidant le commerce et la politique de la ville. Mais une poche de résistance subsiste. Les restes du gang de Northside, désormais dirigé par George Bugs Moran. Moran est un opérateur impulsif et téméraire, plus un pirate qu'un stratège. Il manque de la ruse d'Aubagnon ou de la détermination obsessionnelle de Weiss, mais il possède un refus obstiné de se soumettre. Depuis son quartier général au garage de la SMC, Carthage Company, au 2122 North Clark Street, Moran continue d'être un épine dans le pied de Capone, interceptant ses livraisons de whisky et perturbant son territoire nord. La valeur de l'alcool volé est une nuisance, mais le défi de Moran est une insulte que Capone ne peut tolérer. À l'hiver de 1929, Capone décide que le gang de Northside doit être éradiqué complètement jusqu'au dernier homme. Il se retire dans son somptueux domaine de Palm Island, en Floride, établissant un alibi parfait. La planification de l'opération est laissée à l'un de ses lieutenants les plus fiables, Machine Gun, Jack McGurn. Le plan est un chef-d'œuvre de tromperie, conçu pour exploiter les routines et la paranoïa du gang. Les espions de McGurn apprennent qu'un contrebandier, désireux de se mettre du bon côté de Moran, lui a proposé une livraison de whisky Old Log Cabin
de haute qualité à un prix avantageux. La livraison est prévue pour 10h30 du matin du 14 février, jour de la Saint-Valentin, au garage de North Clark Street. Le jeudi 14 février 1929, le matin se lève glacial. Un vent mordant balaie le parc Lincoln tandis que les hommes de Moran se rassemblent à l'intérieur du garage en briques non chauffées. 7 hommes sont présents. Pete et Frank Gusenberg, les principaux exécuteurs du gang, Adam Ayer, le comptable, Albert Weinshank, qui gère les raquets du nettoyage et de la teinture, et 2 autres associés, James Clark et John May. Un 7e homme, Reinhard Schwimmer, un opticien qui apprécie le frisson d'être associé à des gangsters et là juste pour la compagnie. Bugs Moran lui-même est en retard. Vers 10h30, une Cadillac de police volée s'arrête sur le trottoir devant. 4 hommes en descendent. 2 sont vêtus des uniformes bleu foncé de policiers de Chicago. Les 2 autres, en pardessus civil, ressemblent à des détectives escortant des prisonniers. Moran, s'approchant du garage à pied, voit la voiture de police et suppose qu'il s'agit d'une descente de routine. Ne voulant pas être pris dans une descente, il se faufile dans un café voisin pour attendre. À l'intérieur du garage, ces hommes voient les uniformes et lâchent leurs armes, pensant la même chose. On leur dit de se aligner face au mur, les mains levées. Ils obéissent sans résistance. Ce n'est qu'une autre descente, une autre rançon à payer. Vous vous tenez dans le garage glacial, l'odeur de la graisse et de la bière éventée flottant dans l'air. Vous voyez les 7 hommes alignés contre le mur de briques crasseux, le dos à la porte. Les 2 hommes en civil, des assassins de l'organisation de Capone, s'avancent. Ils portent des mitraillettes Thompson. Sans un mot, ils ouvrent le feu. Le son est assourdissant à l'intérieur de l'espace clos. Un torrent incessant de balles de calibre .45 s'écrase sur les 7 hommes, les projetant contre le mur, puis sur le sol en béton. Les tueurs vident leurs chargeurs tambours de 50 cartouches, rechargent et tirent à nouveau, progressant méthodiquement le long de la ligne, s'assurant que personne ne reste en vie. L'un d'eux s'approche de Frank Gusenberg, qui respire encore d'une manière ou d'une autre, et lui décoche une dernière rafale de fusil à pompe. Le massacre dure moins de 2 minutes. Les 2 officiers, déguisés, font ensuite sortir les 2 tueurs en civil, les mains en l'air, une mise en scène pour d'éventuels témoins dans la rue. Il semble que la police ait la situation sous contrôle, arrêtant 2 suspects. La voiture de police volée s'éloigne, disparaissant dans la ville. À l'intérieur du garage, 70 balles de mitrailleuse et 2 coups de fusil à pompe ont laissé une scène de carnage inimaginable. Le massacre de la Saint-Valentin deviendra le plus tristement célèbre meurtre lié au crime organisé dans l'histoire américaine, un témoignage brutal de la sauvagerie des guerres de la bière et de la portée terrifiante de l'homme qui se prélassait à 600 miles de là, en Floride, Al Capone. Les premiers policiers arrivés au 21-22, North Clark Street, poussent la porte du garage et s'immobilisent. L'air est métallique, imprégné de l'odeur du sang. 7 corps gisent tordus sur le sol en béton taché d'huile dans un tableau grotesque de violence. Le silence n'est rompu que par le lent goutte à goutte d'eau provenant d'une canalisation qui fuit. Au milieu du carnage, un homme, Frank Gusenberg, est toujours vivant, malgré avoir été touché 14 fois. Alors qu'il est soulevé sur une civière, un sergent de police se penche près de lui, posant la question que toute la ville criera bientôt. Qui vous a tiré dessus? Gusenberg, fidèle au code des gangsters même dans ses derniers instants, murmure « Personne ne m'a tiré dessus ». Il meurt 3 heures plus tard sans dire un autre mot. En moins d'1 heure, la rue devient un cirque de flashs de photographes de presse et de journalistes vociférants. Les photos macabres du massacre sont diffusées dans tout le pays, atterrissant en première page de tous les grands journaux. Le public, qui avait souvent regardé les gangsters de l'ère de la Prohibition avec une sorte de fascination romantique, est horrifié. Ce n'est pas une fusillade dans une ruelle, c'est une exécution froide et systématique. La brutalité pure de l'acte galvanise un nouveau niveau d'indignation publique et, plus important encore, elle attire l'attention de la Maison-Blanche.
Le président Herbert Hoover, dégoûté par l'anarchie qui a rendu Chicago infâme, déclare Al Capone ennemi public numéro 1 et charge son administration de le faire tomber par tous les moyens nécessaires. Le problème est que les autorités de Chicago sont impuissantes. Le réseau de corruption de Capone est si profond qu'aucun témoin local ne témoignera, aucun jury local ne condamnera. Le gouvernement fédéral, par conséquent, décide de lancer un assaut à 2 volets. Le premier est une attaque très visible et brutale contre les opérations de Capone, dirigée par un agent de la prohibition de 27 ans du ministère de la Justice, nommé Elliot Ness. Ness reçoit une équipe triée sur le volet de 11 jeunes agents farouchement dévoués, des hommes qu'il a sélectionnés pour leur honnêteté impeccable. Leur mission est simple, mener une guerre totale contre les brasseries et les distilleries de Capone, perturber sa chaîne d'approvisionnement et étouffer ses revenus. Ils enfoncent les portes à coups de masse, se frayent un chemin à coups de hache à travers des cuves de mou en fermentation et déversent des dizaines de milliers de litres de bière illégale dans les égouts de la ville. Lorsque les hommes de Capone offrent à Ness un pot de vin de $2000 par semaine, une fortune à l'époque, il refuse avec mépris. Un journaliste, entendant l'histoire, surnomme Ness et son équipe les Intouchables, et une légende est née. Le deuxième front de la guerre du gouvernement est plus discret, plus méthodique et infiniment plus dangereux pour Capone. Pendant que Ness fait la une des journaux, un petit agent discret de l'unité des renseignements spéciaux du Trésor commence une enquête que Capone ne remarque même pas. Son nom est Frank G. Wilson, un comptable têtu et lunettes qui ne se soucie ni des raids ni des mitrailleuses. Wilson est chargé de répondre à une simple question. Comment un homme qui vit comme un roi, avec plusieurs domaines, des voitures personnalisées et des costumes à 20 000 $, n'a-t-il jamais déposé une seule déclaration de revenus? Vous êtes avec Wilson dans un petit bureau gouvernemental poussiéreux, enseveli sous une montagne de grands livres, de reçus et de relevés bancaires saisis. La tâche semble impossible. Capone ne traite qu'en espèces. Son nom n'apparaît sur aucun acte, compte bancaire ou facture de vente. C'est un fantôme dans son propre empire financier. Pendant des mois, Wilson et son équipe ont méticuleusement épluché les registres des entreprises de façade de Capone, retraçant le flux d'argent à travers un labyrinthe de bookmakers, de collecteurs et de sociétés écrans. Ils interrogent des commis terrifiés et des comptables intimidés, exerçant une pression implacable. Capone considère Ness et ses intouchables comme une nuisance publique, une perturbation temporaire. Il ne pense guère au discret comptable du département du Trésor. Il ne comprend pas que si une arme peut être réduite au silence et un témoin peut être acheté, les chiffres sur un grand livre racontent une histoire qui ne peut être intimidée. Et Frank Wilson commence à apprendre à la lire. Le filet se resserre, non pas avec une corde, mais avec une simple bande de machines à calculer. La percée de Frank Wilson ne vient pas des grands livres du syndicat de Capone, mais d'une série de cahiers poussiéreux et oubliés découverts lors d'un raid sur un tripot de Cicero de petite envergure appelé le Ship. Les cahiers appartiennent à un bookmaker nommé Lou Shumway. Pendant 3 ans, Shumway a méticuleusement enregistré chaque transaction en espèces, chaque paiement, chaque profit hebdomadaire. Wilson passe des semaines à éplucher les entrées minuscules et serrées en recoupant les noms et les dates. Cachés dans les colonnes de chiffres, il trouve ce qu'il cherche. Des entrées codées qui, une fois déchiffrées, révèlent les distributions de bénéfices nets à une figure désignée uniquement comme Al. La piste est ténue, mais c'est le premier lien tangible entre le flux massif d'argent illégal et Capone lui-même. Wilson sait que pour constituer un dossier, il lui faut plus que les registres d'un bookmaker. Il lui faut un témoin capable de faire le lien en salle d'audience. Il retrouve Shumway en Floride, où le bookmaker se cache de terreur. Les agents de Wilson l'amènent et grâce à une combinaison de menaces d'une longue peine de prison et de promesses de protection fédérale, ils le convainquent de parler. Shumway accepte de témoigner que le Al de ces registres est en fait Alphonse Capone. Le gouvernement a maintenant son premier informateur.
La prochaine pièce essentielle du dossier provient de l'aspect le plus public de la vie de Capone, ses dépenses. L'équipe d'experts comptables judiciaires de Wilson commence à construire un dossier basé non pas sur l'argent que Capone a gagné, mais sur l'argent qu'il a dépensé. Il réquisitionne les registres des tailleurs qui ont confectionné ses costumes en soie, des joailliers qui lui ont vendu ses bagues en diamant, et des mécaniciens qui ont entretenu sa Cadillac blindée. Il dresse un portrait irréfutable d'un homme vivant une vie de luxe extravagant, avec des dépenses dépassant de loin toute source légale de revenus. Ils retrouvent un caissier d'une banque de Chicago qui peut témoigner avoir encaissé un chèque de 50 000 $ pour Capone, un chèque tiré sur le compte de l'un de ses hippodromes. Le témoignage du caissier liera directement Capone au profit d'une entreprise illégale spécifique. Vous êtes maintenant dans la salle du grand jury au printemps de 1931. L'air est chargé d'anticipation. Un par un, les témoins de Wilson sont amenés. Shumway, pâle et nerveux, détaille les flux de trésorerie des tripots. Un ancien comptable de Capone, Fred Race, est localisé et assigné à comparaître. Terrifié pour sa vie, Race confirme l'authenticité des registres qui montrent que Capone a reçu des bénéfices de plus de 100 000 $ d'un seul établissement parmi une douzaine. L'affaire se construit brique par brique, avec acharnement. La stratégie de Wilson est brillante. Il n'essaiera pas de prouver que Capone est un meurtrier ou un contrebandier. Il prouvera qu'il est un homme d'affaires qui n'a pas payé ses impôts. Le 5e juin 1931, le grand jury fédéral rend son acte d'accusation. Il ne s'agit pas de meurtre, de complot ou de violation du Volstead Act. Il s'agit de 22 chefs d'accusation d'évasion fiscale fédérale. Le gouvernement allègue qu'entre 1924 et 1929, Capone a gagné plus d'1 million de dollars sur lequel il n'a payé aucun impôt. Capone, installé dans sa suite de l'hôtel Lexington, en rit. Il y voit une charge de nuisance, une formalité juridique qu'il peut facilement surmonter. Ses avocats, confiants et bien payés, lui assuraient qu'ils ont un accord avec le procureur américain George E. Q. Johnson. Capone plaidera coupable, purgera une peine courte et confortable de 2 ans et demi dans un établissement à sécurité minimale, puis retrouvera son empire. C'est un coup de faire des affaires. 6 octobre 1931. Le procès commence au palais de justice fédéral de Chicago. Capone entre dans la salle d'audience en souriant et en faisant signe aux reporters, vêtu d'un costume jaune moutarde. Il est confiant, presque arrogant. Il s'attend à ce que le juge James H. Wilkerson approuve d'un coup de tampon l'accord de plaidoyer que ses avocats ont arrangé. Mais le juge Wilkerson est un juriste de la vieille école, immunisé contre les pressions politiques de Chicago. Il regarde depuis son banc et annonce à une salle d'audience stupéfaite qu'il n'est lié par aucun accord. Il est temps que quelqu'un fasse comprendre à l'accusé qu'il est un crime de violer la loi sur l'impôt sur le revenu, déclare-t-il, sa voix résonnant d'autorité. Il rejette le plaidoyer. Capone devra faire face à un jury. Le sourire s'efface de son visage. Pour la première fois, Alphonse Capone, l'homme qui contrôlait une ville par la peur et l'argent, réalise qu'il est pris au piège dans un combat dont il ne pourra pas se sortir par la corruption, l'intimidation ou les armes. Au moment où le juge Wilkerson rejette l'accord de plaidoyer, une vague de panique submerge l'équipe juridique de Capone. Toute leur stratégie s'est effondrée. Le procès qu'ils pensaient être une formalité est maintenant un combat pour la liberté de Capone. Capone, assis à la table des accusés, son visage est un masque de fureur glaciale, se penche vers son avocat, Michael Ahern, et lui siffle. « Arrange ça !» L'ordre est clair. Si la loi ne plie pas, le jury doit être brisé. Frank Nitti, le principal homme de main de Capone, met immédiatement en marche la formidable machine de corruption de l'outfit. Ces hommes se dispersent dans tout Chicago, enquêtant sur les antécédents des 12 hommes du jury. Des pots de vin sont offerts, des menaces sont proférées. Les agents de Nitti dressent une liste des jurés qui sont prêts à être persuadés et une source à l'intérieur du bureau du huissier
lui assurent que le coup est joué. Mais Frank Wilson et le procureur américain George E.Q. Johnson ne sont pas naïfs, ils savent exactement comment Capone opère. Ils ont anticipé ce coup. Le matin où le procès doit commencer, alors que les jurés sélectionnés entrent dans le box des jurés, le juge Wilkerson fait une annonce stupéfiante. Il a été informé de tentatives d'influencer son jury. Par conséquent, au dernier moment possible, il invoque un pouvoir judiciaire rarement utilisé. Il ordonne au huissier d'échanger l'intégralité de son panel de jurés avec le panel d'une salle d'audience adjacente, où un autre procès fédéral est sur le point de commencer. Les nouveaux jurés, qui n'ont aucun lien avec l'affaire Capone et n'ont pas été examinés ni approchés par la mafia, sont immédiatement mis à l'écart. Capone regarde, la mâchoire serrée, tandis que les 12 hommes qu'il croyait posséder sont escortés dehors et remplacés par 12 parfaits inconnus. Ahern et ses co-avocats sont stupéfaits. Ils ont préparé leur dossier pour un jury de citadins, des hommes qu'ils pensaient être sympathiques à un trafiquant d'alcool illégal. Le nouveau jury est composé en grande partie d'hommes des zones rurales, en dehors de Chicago. Des hommes avec une boussole morale différente, des hommes qui sont beaucoup moins susceptibles d'être impressionnés par les affirmations de Capone selon lesquelles il serait un bienfaiteur public. L'affaire du gouvernement commence. Pendant 11 jours, Johnson et ses procureurs présentent la montagne de preuves de Wilson. Ils font témoigner les bookmakers, les employés de bureau et les caissiers. Ils présentent des tableaux montrant les dépenses somptueuses de Capone, des milliers en meubles, 7 000 en costumes, 20 000 en une boucle de ceinture en diamant pour sa femme. Il dresse un tableau clair et indéniable d'un homme noyé dans l'argent sans source légale pour l'expliquer. La défense de Capone est faible, presque pathétique. Ses avocats soutiennent que le gouvernement n'a pas réussi à prouver que leur client a gagné un seul dollar. Ils le dépeignent comme un philanthrope incompris, victime de la persécution gouvernementale. Capone lui-même ne témoigne pas. Il reste assis en silence, sa confiance s'érodant visiblement chaque jour qui passe. Il tripote sa bague en diamant, ses yeux passant des jurés aux juges, cherchant un signe de faiblesse, une faille dans le système qu'il pourrait exploiter. Il n'en trouve aucune. Le soir du 17 octobre 1931, après 9 heures de délibération, le jury revient. La salle d'audience est silencieuse, remplie de reporters et de spectateurs. Capone se lève, le visage pâle. Le président du jury remet le verdict au greffier. Celui-ci lit les conclusions à voix haute, article par article. Sur les premières années, le jury acquitte, invoquant des preuves insuffisantes. Mais sur les points cruciaux ultérieurs, ceux basés sur les preuves les plus solides de Wilson, le verdict est répété 5 fois, coupable. Une semaine plus tard, le 24 octobre, Capone comparaît devant le juge Wilkerson pour le prononcer de sa peine. Le juge prononce un discours cinglant sur l'arrogance et le non-respect de la loi qui ont gangrené la ville. Il rend ensuite sa sentence, 11 ans de prison fédérale, la plus longue peine jamais prononcée pour évasion fiscale. Il impose également une amende de 50 000 $ et ordonne à Capone de payer plus de 30 000 $ de frais de justice. Capone est escorté hors de la salle d'audience abasourdi. Son règne sur Chicago est terminé. Il est d'abord envoyé au pénitencier américain d'Atlanta. Mais même là, son influence persiste. Il corrompt les gardiens et mène une vie de relative aisance. Furieux, le gouvernement fédéral prend une dernière mesure. En août 1934, il est transféré dans une nouvelle prison fédérale inéluctable, s'élevant des eaux froides de la baie de San Francisco. Alcatraz. Là, il n'est plus l'empereur de Chicago. Il est simplement le prisonnier numéro 85, dépouillé de son nom, de son pouvoir et de son empire, laissé à succomber aux ravages de la syphilis non traitée qui détruit lentement son esprit. L'homme qui a acheté une ville a finalement été abattu non par une balle, mais par le grand livre d'un comptable.